Aujourd'hui, comme on a dit, on approche le milliard. Cette croissance, elle est due un tiers grâce au swap et puis 2 tiers grâce à des augmentations de capital ordinaires. Clairement, aujourd'hui, le swap, ça a été notre moteur de croissance. Et c'était la démarche de 2016-2017, c'est de dire, voilà, on ne va pas vous abandonner avec un chèque ou un crédit en compte frappé de taux négatifs. On va vous proposer de vous retrouver avec un fonds immobilier qui correspond à l'objet que vous avez vendu. Vous vendez un immeuble et vous vous retrouvez à tête d'un parc qui a une centaine d'immeubles. Donc le rapport rendement-risque est amélioré. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance aujourd'hui de me retrouver dans les bureaux de Chronos Finance, fonds immobilier, localisé à Puy et à Genève également, avec Pascal Roux, CEO Erim Albernoussi peut-être. Présentez-vous rapidement sur qui vous êtes et puis ensuite on parlera directement de Chronos et des fonds immobiliers. Ça va pour vous. Bien. Erim Albernoussi, déjà merci beaucoup de t'être déplacé, merci d'être venu. Et puis je m'occupe de la gestion mobilière chez Chronos Finance. J'insiste sur la distinction entre gestion mobilière et immobilière car Chronos a ces deux activités. Le fonds immobilier est géré par M. Hervé Mutzenberg qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Et puis on a également 2 fonds d'allocation d'actifs, c'est ce que nous on appelle la gestion mobilière et c'est là où j'entre en jeu. Magnifique. Alors cofondateur de Chronos il y a 21 ans en arrière de cela. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'immobilier qui est déterminant, mais au départ, c'était une simple société de gestion de fortune mobilière. Donc, on était des anciens de l'UBS et on a démarré avec une clientèle domestique et française principalement et presque exclusivement privée. Donc, pendant 15 ans, on a exercé effectivement uniquement la gestion de fortune mobilière. L'immobilier, c'est arrivé en 2016. Ok, magnifique. Alors, on va se focaliser principalement sur l'immobilier, évidemment, dans cet épisode. Expliquez-nous rapidement qu'est-ce que Chronos fait dans l'immobilier et surtout le fonds de placement immobilier. Alors, on a effectivement eu la chance de rencontrer M. Hervé Mutzenberg, qui était, lui, issu un petit peu de l'immobilier. On ne se connaissait pas avant 2015, 2016. C'est une rencontre presque au hasard. Et il nous a rejoints en février 2016. De là, on a lancé une requête FINMA pour créer un fonds immobilier qu'on a d'abord souhaité pour des institutionnels. Et puis, ça a été finalement compliqué à trouver le seed money. Donc, on est parti sur la clientèle privée. Et on a eu l'agrément FINMA rapidement. Et en septembre, on a fait le lancement. Donc, une introduction avec 55 millions de francs de levée de capitaux. Et à l'époque, on avait particulièrement visé les clients qui avaient de l'épargne ou des obligations, des placements défensifs, parce qu'on a assez vu venir les taux négatifs qui sont arrivés les années qui ont suivi. Donc voilà, on a fait le seed money d'abord avec de l'argent provenant de l'épargne et de fonds obligataires, donc assez sûr. Et puis ça a permis de lancer le fonds alors avec cette clientèle privée au départ. Ok, donc 55 millions de francs, c'est suffisant pour lancer un fonds immobilier. Alors, peu de gens croyaient en nos chances. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à ça. Ouais, alors c'est vrai que surtout nos concurrents, je n'ai pas le terme de concurrent, puisque finalement on est tous dans une même industrie, mais c'est vrai qu'au départ on nous a un petit peu mis en garde et on a dit que voilà, si vous n'avez pas 100 millions, c'est difficile au départ. Et voilà, on a démarré. C'est vrai que cette opération de capital a été suivie d'une dizaine d'autres année après année, donc on est assez rapidement monté, quoi. C'était notre premier swap aussi, donc il faut peut-être le dire, sans cette première transaction swap en 2016, on aurait peut-être eu plus de problèmes pour démarrer. Oui. Ok, d'accord. Le swap, on va en parler dans un instant, sur le fonctionnement, parce que c'est un petit peu la spécialité de Chronos. Mais tout d'abord, quel type d'investissement fait Chronos aujourd'hui dans l'immobilier, en majorité ? Alors, c'est beaucoup du résidentiel en Suisse romande. Donc, c'est comme ça que notre fonds est connoté. On est vraiment parti pour faire ce qu'on sait faire. Donc c'est d'abord les cantons de Genève, Vaud et Valais, Fribourg aussi, Neuchâtel c'est difficile, et puis Berne, voilà, on va jusque là. On a décidé maintenant de s'orienter à nouveau un peu vers la Suisse allemande, mais il faut avouer que notre réseau et nos connaissances nous portent à rester sur les cantons que j'ai cités, même si
Ce sont des cantons assez difficiles à travailler, LDTR ou L3PL oblige. Voilà. La fiscalité aussi en Valais, ce sont des situations qui rendent la gestion d'un fonds immobilier plus difficile. Ok, d'accord. Vous avez aussi quelques investissements suisses allemands, c'est ça maintenant? Oui, tout à fait. Alors maintenant que notre fonds va atteindre la taille du milliard d'objets, on a effectivement décidé de s'ouvrir un peu sur la Suisse allemande pour des motifs qu'on a évoqués. Donc chez eux, c'est assez simple. Il y a pas cette LDTR ou L3PL qu'on connaît ici, des droits de mutation parfois inexistants et puis une fiscalité qui est plus attractive. Donc c'est vrai qu'à comparer deux objets comparables, en Suisse romande et en Suisse alémanique, on a quelques points de base de rendement en plus sur les objets suisses allemands. Dans les grandes lignes, hein, attention. Voilà. Mais effectivement, maintenant, ça nous porte à nous ouvrir à la Suisse alémanique, éventuellement. Okay. Mais toujours de manière marginale. La location principale restera la Suisse romande. On estime entre 60 et 80% du portefeuille qui resterait en Suisse romande. Et puis plutôt marginalement, aller en Suisse alémanique entre 20 et 40 maximum. Ok, intéressant parce que c'est vrai que les marchés immobiliers sont très différents de la Suisse romande et de la Suisse allemande. Il y a très souvent le Richtigraben est réel. Et très souvent, ça s'arrête à la frontière. Intéressant. Si aujourd'hui, je me mets dans la peau d'une personne privée avec un petit peu de capital à placer, c'est quoi l'avantage concrètement d'un fonds immobilier, respectivement de la titrisation immobilière, en étant dedans? Alors, avant tout, c'est la diversification. Si on compare une détention en direct, un privé qui a son immeuble et un privé qui a investi dans un fonds immobilier, le fonds est évidemment beaucoup plus diversifié et donc moins risqué, enfin entre guillemets moins risqué, il y a moins de risque de concentration en tout cas. En parlant de risque, le fonds immobilier il est aussi très surveillé. Tous les différents acteurs, toutes les parties prenantes, que ce soit le gestionnaire, l'auditeur, la direction de fonds, la banque dépositaire, on est tous régulés finement et puis on est contrôlés là-dessus. Donc c'est aussi un gage de sérénité. Et puis il y a aussi la liquidité qui est importante dans les fonds IMO. Encore en comparaison à un immeuble résidentiel, il y a évidemment plus de liquidité et encore davantage dans un fonds qui est coté par rapport à un fonds non coté. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a une gestion qui est optimisée, une gestion professionnelle avec beaucoup d'équipes ici en interne. Qui gèrent le parc immobilier. Donc, il y a évidemment aussi des économies d'échelle qui se font. Donc oui, une gestion optimisée du parc immobilier et last but not least, la fiscalité. Un fonds immobilier en détention en direct, parce qu'il y a deux types de fonds immobiliers. Il y a les fonds immobiliers de détention directe, donc qui investissent directement dans la pierre, et puis les fonds immobiliers qui investissent de manière indirecte via des sociétés immobilières qui, elles, détiennent l'immobilier. Et puis les fonds immobiliers à détention directe, pas ceux à détention indirecte, ont un avantage fiscal puisque l'imposition, elle intervient directement au niveau du fonds immobilier. Donc les investisseurs sont complètement exonérés d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune lors des distributions de dividendes. Ok, pour rebondir juste sur le fonctionnement du fonds immobilier, parce que tu as parlé il y a deux minutes du gestionnaire, de la banque dépositaire, de la direction de fonds. Pour une personne qui ne connaît rien du tout à un fonds immobilier, comment ça fonctionne concrètement? C'est quoi la structure? Alors c'est un dossier titre, donc on a un dossier titre auprès de la banque dépositaire, comme pour détenir des actions Nestlé ou UBS. Donc il y a un compte portfolio ou un compte d'épargne, tout dépend dans les banques, mais après on a ce dossier titre et vous achetez des parts comme on peut acheter des actions Nestlé, donc des parts du fonds. Il y a un volume, ça a été dit, au premier marché sur la bourse SIX, il y a donc une demande et une offre. Même si les volumes ne sont pas comparables à ce qu'on a sur les actions, c'est quand même un volume qui est quotidien, un échange qui est quotidien. Donc on achète ça via sa banque et on les détient en dossier titre. On a un cours fiscal, donc chaque fin d'exercice, on communique à l'administration fiscale la composition du fonds. À 99,9%, ce sont des immeubles. Pour le reste, c'est de la trésorerie. Donc cette composante-là va rentrer dans la déclaration d'impôt du contribuable, s'il habite en Suisse. Et pour le reste, ça a été dit, l'exonération est totale. Ok, parfait. Idem pour le dividende. Donc on a un dividende chaque année qui correspond aux loyers qui sont encaissés.
Et là encore, ce dividende n'est pas frappé de l'impôt pour le porteur de part. Mais il y a pas de, voilà, c'est le fonds qui paye l'impôt, il n'y a pas un artifice quelconque, et parfois les gens ont de la peine à y croire ou pensent que les choses vont changer. Non, on peut affirmer que voilà, c'est en accord avec les autorités cantonales ou fédérales où se trouvent les immeubles, et voilà, le client est totalement exonéré. Ok. Et est-ce qu'un fonds immobilier achète 100% fonds propres? Non, alors l'endettement est possible, mais il est limité. La FINMA, justement, impose, en tout cas au fonds coté, une limite à 33%, pardon, pour le fonds coté. Et puis, pour le fonds non coté, pour les premières années après le lancement du fonds, les toutes premières années, on pouvait aller jusqu'à 50%. Aujourd'hui, donc on est limité. Et aujourd'hui, c'est aussi un de nos défis, c'est de rester en dessous de ce seuil en tant que fonds coté, de ce seuil de 33%. Ça veut dire pendant les premières années à 50%, mais ça veut dire donc qu'il faut amortir relativement rapidement la dette au début. Alors la FINMA admet qu'il y a une période de démarrage dans le lancement du fonds, donc 5 années à 50% d'endettement, mais effectivement on sait qu'on ne peut pas aller au-delà. Donc on doit calculer en conséquence ou hors d'élever de capitaux pour ramener l'endettement au 33%. Donc un fonds serait un petit peu moins exposé par rapport à un privé à l'évolution évidemment des taux hypothécaires. Comparé à un privé, peut-être, mais il est en tout cas il est aussi exposé au taux hypothécaire aujourd'hui, le fonds immobilier. C'est aujourd'hui un des facteurs clés. Ok. Par rapport à l'historique de Chronos, on a parlé tout à l'heure très rapidement du swap, sur le lancement de Chronos. Peut-être, je ne sais pas si vous pouvez expliquer rapidement comment ça a évolué et comment est-ce que le swap, déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la définition du swap? Comment est-ce que ça a aidé Chronos à aller beaucoup plus rapidement dans son évolution? Donc le swap, c'est réellement le paiement au vendeur de l'immeuble par une émission remise de parts. Donc le vendeur de l'objet va se tourner vers un fonds comme le nôtre. On va chez le notaire, donc la même chose, hein, la transaction se fait chez le notaire, mais plutôt que de régler avec des espèces, on va effectivement émettre des parts, lesquelles parts seront remises au vendeur de l'objet avec cette ouverture de dossier titre. Si pour certains c'est le cas, il n'avait jamais de titre auparavant, donc on va ouvrir un dossier titre via la banque dépositaire, et puis le vendeur de l'immeuble se retrouvera dès le premier jour avec des parts en net. Donc on va prendre la valeur de l'objet, moins l'hypothèque, moins éventuellement le gain immobilier à régler aussi. Et pour cette partie nette, effectivement, il y aura des parts émises qui seront remises dans son dossier titre. Donc ça, c'est réellement la transaction swap qu'on entend. Donc le vendeur de l'immeuble se retrouve avec des parts. Et c'était la démarche de 2016-2017, c'est de dire, voilà, on ne va pas vous abandonner au milieu du gué avec un chèque ou un crédit en compte frappé de taux négatifs. Donc on va vous proposer de vous retrouver avec un fonds immobilier qui correspond à l'objet que vous avez vendu. Donc il y a vraiment une démarche qui a extrêmement bien passé auprès des propriétaires, c'est que vous vous retrouvez avec un actif qui, en termes de rapport rendement-risque, est comparable. Vous aviez un immeuble à Aigle, à Morges, à Nyon, à Lausanne, et vous vous retrouvez avec un fonds où les immeubles sont à caractère résidentiel, effectivement sur les mêmes origines géographiques que se trouvait votre objet. Donc on peut vraiment parler d'un risque qui est exactement le même, si ce n'est que ça a été dit, la diversification est meilleure. Vous vendez un immeuble et vous vous retrouvez à tête d'un parc qui a une centaine d'immeubles. Donc le rapport rendement-risque est amélioré. Ça, c'était l'argument de 2016 qui continue aujourd'hui. Donc même si les rendements sont devenus positifs, vous vous retrouvez avec la même typologie d'investissement, si ce n'est que c'était titrisé. Okay. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle personne qui possède un immeuble. Typiquement, je suis une personne privée qui a hérité d'un parc, je ne sais pas trop comment gérer, je ne sais pas trop quoi faire. Voilà. Je viens voir et j'échange donc mes immeubles avec des parts du fonds. Les arguments ont déjà été présentés, notamment la fiscalité, mais vous avez aussi effectivement la distribution à des héritiers, succession. Hein, si on prend le cas d'une Noirie qui a un immeuble, réellement on va régler la question avec ces parts qu'on pourra distribuer en 3-4 parts. C'est valable aussi pour une donation de vivants, c'est-à-dire que vous avez un immeuble ou 2 immeubles et puis 4 enfants ou 3 enfants, donc vous allez peut-être titriser tout ou partie de vos immeubles et puis distribuer des parts à des enfants qui sont peut-être encore aux études, donc peut-être pas fiscalisés, pas encore, mais effectivement le fait qu'ils reçoivent des parts défiscalisées, ils ne paieront pas plus d'impôts pour autant. Donc c'est plus agréable et plus souple que par exemple pour un jeune se voir offrir un appartement par ses parents. Oui. Bien sûr.
Ça, c'est un élément. Et puis, effectivement, on s'extrait de tous ces travaux administratifs, entretien, gestion des locataires, gestion des vacances. Quand un locataire part, est-ce qu'il faut restaurer un appartement? Il y a le problème des travaux d'entretien. Et puis maintenant, toutes ces questions ESG, rénovation d'un bâtiment, l'énergétique, la toiture, les panneaux solaires. Donc là, réellement, on a une équipe de professionnels qui va s'en charger. Et certainement que le coût de ces travaux ne sera pas le même pour un individu en comparaison avec des gestionnaires d'un parc comme nous d'un milliard. Bien sûr. Comment est-ce qu'elle est répartie comment vos acquisitions sont réparties en fonction des swaps, respectivement de l'acquisition que vous faites directement? Oui, alors à la base, donc, comme l'a dit Pascal, le fonds a été lancé en septembre 2016 avec environ 550 000 parts pour un total de 55 millions. Aujourd'hui, comme on a dit, on approche le milliard et cette croissance, elle est due à environ, on dit, un tiers grâce au swap et puis 2 tiers grâce à des augmentations de capital ordinaires. Donc on pourrait dire que clairement aujourd'hui le swap ça a été notre moteur de croissance parce qu'en 2016, à notre connaissance, on était le premier acteur à le proposer au privé. Ça existait déjà au niveau des instituts, mais on a été les premiers à le faire avec les privés et depuis, effet bouche à oreille, clients, voilà, enfin, ça, on en parle et puis on a aujourd'hui à presque 40 swaps depuis le lancement du fonds. Ah ouais, quand même. Un tiers du parc, sur le milliard, un tiers des immeubles ont été acquis via les swaps. Ouais. Donc c'est énorme. Oui. Ouais, c'est énorme. Et pour la personne qui fait le swap avec vous, est-ce que son incidence fiscale, au final, c'est comme une transaction, c'est comme une vente, simplement? Voilà, alors jusqu'à la vente, vous payez l'impôt, le gain immobilier, vous n'y échappez pas. Donc toute la fiscalité jusqu'à la cession est ordinaire. Okay. C'est à partir de ce moment-là, dès que vous détenez ces parts de Chronos Immobilier, effectivement, à partir de là, tous les revenus qui vont suivre sont exonérés et puis la valeur fiscale à la fin de l'année, c'est proche de zéro. Donc c'est depuis là que réellement on commence à percevoir les bénéfices de cette transaction swap. On n'a jamais un client, touché du bois, on n'a jamais un client qui a regretté d'avoir procédé à cette opération. On encourage les porteurs d'immeubles à simuler leur simulation fiscale, donc à simuler la transaction. On dit, vous avez votre déclaration d'impôt 2023, on est en 2024, faites effectivement une simulation avec une détention directe versus une détention de part Chronos. Généralement, si l'endettement est inférieur à 30%, vous avez intérêt à procéder au swap. Si maintenant vous avez un immeuble avec 80% d'endettement, fiscalement, on peut estimer que les fonds propres travaillent mieux en direct que via la détention, le swap. Mais effectivement, on a beaucoup de propriétaires qui ont une petite dette, ils sont âgés, etc. Il y a peut-être une charge de 5, 10, 15, 20% d'hypothèque sur un objet. Là, clairement, la simulation fiscale, dans les cas où on a pu aller jusqu'au bout du processus, montre qu'effectivement, la transaction swap est intéressante. Ok, parfait. C'est quoi les inconvénients maintenant du swap? Parce qu'on a vu les avantages. Évidemment, puisque vous le faites, c'est facile à les citer. Mais est-ce qu'il y a des inconvénients? Alors, je verrais l'inconvénient premier que je vois, c'est le sentiment de se dessaisir. Parce qu'effectivement, on a des gens qui aimaient bien... émotionnel. Voilà, c'est un attachement, et c'est émotionnel. Vous vous occupiez peut-être de la gestion quotidienne de votre immeuble parce que vous aimiez faire cela, ça vous occupait. Donc effectivement, vous devez vous dessaisir. Et même si vous gardez une propriété, elle est partielle sur l'objet puisque vous êtes aussi propriétaire de tout le reste du parc. Donc il y a déjà cet aspect peut-être sentimental. Quand bien même tous les gens qui ont franchi le pas avec nous, c'était parfois des gens qui avaient hérité de leurs parents, qui avaient eux-mêmes construit l'immeuble. Donc on a pu régler cette question émotionnelle et les gens ne le regrettent pas après. L'autre inconvénient que je verrais, c'est qu'effectivement, le swap amènera une certaine variabilité des résultats, l'évolution de la part, pardon. Donc ça veut dire que vous avez des parts Chronos Immo qui sont cotées en bourse. Il y a ce fonctionnement de l'agio et du disagio.
Vous avez une valeur d'inventaire et à partir de là, le cours va fluctuer en fonction de l'évolution des taux d'intérêt, par exemple. Et on voit qu'effectivement, ces 2 dernières années, malheureusement surtout en 2022 où l'année avait été mauvaise, on voit une certaine variation des prix des fonds immobiliers cotés. Alors c'est évident que la personne qui détenait un immeuble n'allait pas regarder tous les jours la valeur de son immeuble. Donc on voit une certaine volatilité qui apparaît et effectivement, ça peut être peut-être, je dirais pas déstabilisant, mais ça peut interpeller parce qu'on a une part qui peut passer de 100 à 110, puis revenir vous voyez, donc à 105, etc. Donc voilà, ça il faut l'expliquer. C'est cette notion d'agio, disagio par rapport à la valeur d'inventaire. Cela dit, en termes de risque, vous détenez des immeubles, vous aviez un immeuble, vous le détenez en direct, indirectement, mais ce sont des actifs tangibles, voilà, donc il n'y a pas de risque. Si vous perdez sur le prix de votre part, c'est que l'immobilier baisse. Que les taux montent, mais c'est lié. Et finalement, que vous ayez un immeuble en direct ou indirectement via des parts d'un fonds, dans les 2 cas, votre actif va baisser. Ok, bien sûr. Par rapport à l'année 2022, je profite pour faire un petit rebond, puisque aujourd'hui, alors peut-être les privés qui nous regardent ont leur propre idée de l'évolution du marché immobilier en fonction de ce qui s'est passé en 2022, 2021, 2023, mais surtout, ils récupèrent ce qui est donné par la presse, par les médias, c'est ça qu'ils reçoivent comme information. Vous, en tant que fonds immobilier, comment est-ce que vous avez vécu ce qui s'est passé en 2021-2022 et comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la potentielle reprise, je ne sais pas, à vous de me dire, sur le marché? Comment est-ce qu'il se présente aujourd'hui? Alors, déjà, d'un point de vue vraiment macroéconomique, pur et politique monétaire, aujourd'hui, on peut s'attendre donc, à une baisse des taux de la BNS. C'est quasi certain cette année, ou en tout cas le consensus le prévoit. Qui dit baisse des taux à l'intérieur de la BNS dit baisse des taux hypothécaires et donc évidemment les fonds immobiliers vont mieux performer. Ça c'est vraiment au niveau du marché des fonds immobiliers. Au niveau des marchés de transactions, alors peut-être qu'on a vu effectivement des grands acteurs du marché qui étaient très agressifs en 2020, 2019, 2020, qui l'étaient un peu moins. Surtout, les institutionnels type caisse de pension, assurance travaillent beaucoup en termes d'allocation. Donc, il suffit vraiment qu'il y ait un retournement de marché pour qu'ils revendent très vite. Donc, c'est vraiment toute question d'allocation. Nous, personnellement, grâce au swap, chez Chronos, on a pu, en tout cas, on a été en tout cas moins impacté que ce qui est lu, dit dans la presse, à mon sens. Alors, c'est vrai qu'on a eu des années exceptionnelles avec ces taux négatifs. Donc là, on est totalement sorti des clous. Ça s'est vu sur les actifs immobiliers comme sur tous les autres actifs. Mais c'est vrai que l'agio, si on prend sur l'indice 8, l'indice immobilier, l'agio est monté à plus de 40%. Donc ça, c'était fin 2021-2022. Voilà, donc de 40%, on est retombé à 5%. Ça, c'était l'automne 22. Avec surtout des actifs à caractère commercial qui ont beaucoup souffert. Donc les fonds étaient en fort disagio. On a eu un moment sur 43 fonds cotés, la moitié était en disagio. Considérable, hein, donc du jamais vu. Et puis depuis 6 mois maintenant, on revient, on a pu profiter, donc les fonds immobiliers ont profité du bull market novembre-décembre 23. Baisse des taux, hausse des obligations, hausse des actions et aussi hausse donc des fonds immobiliers. Et notre l'agio moyen, pas le nôtre, pardon, mais l'agio du suite est aujourd'hui à 20. Donc on est revenu de 5 à 20% d'agio en moyenne. Notre sentiment, c'est qu'effectivement l'inflation va continuer à refluer, les taux d'intérêt directeurs vont être abaissés, les taux obligataires, c'est ça pour nous ce qui est important, c'est notre taux de référence, c'est le 10 ans Confédération Suisse. Donc le sans risque franc-suisse à 10 ans, aujourd'hui c'est à 0,7 de rendement. Donc lorsque vous distribuez un revenu qui plus est défiscalisé à 2,5%, clairement ça plaide en faveur des fonds immobiliers. On doit vraiment se situer par rapport à quelque chose de comparable. Donc voilà, les corporates en franc-suisse, on est peut-être à 1, 1,5, mais ça laisse une grosse marge par rapport à un fonds comme le nôtre. Et je répète, si vous avez 2,5 de rendement net, avec l'imposition sur le revenu, vous êtes presque à 4%, 4,5% de rendement avant impôt, si j'ose dire. Donc vraiment, c'est un écart de rendement qui redevient intéressant
pour les fonds immobiliers. Et nous sommes encore aidés, je pense, en Suisse, malheureusement, heureusement, mais enfin, c'est la situation de notre marché. C'est un taux de vacances qui va continuer à descendre, des projets de construction qui tardent à avoir le jour, donc ils sont remis dans le temps. Donc on a pour multiples raisons, ces délais s'allongent. Donc on aura vraiment une pénurie de logements, une migration, on l'a vu en 2023, 100 000 personnes de plus dans l'année, donc c'est énorme. Donc la Suisse continue à être attractive. Le territoire ne va pas s'agrandir et pour nous, il paraît assez évident que l'immobilier va continuer sa hausse. Alors on a été porté pendant 20 années de bull market obligataire, donc de baisse des taux sur 20 ans, 30 ans. Évidemment, ce phénomène, on ne va peut-être pas pouvoir l'observer à nouveau, mais on devrait rester dans une configuration, à notre sens, ça n'engage que nous, mais de taux bas, de taux obligataires bas. Et donc, pour l'immobilier, de nouveau, à notre sens, un retour vers les sommets. C'est quand que les taux directeurs vont commencer à baisser ? La BNS, deuxième semestre 2024 ? C'est exactement ce que le consensus prévoit, plutôt deuxième semestre. Là, il y a tout un débat. Est-ce que ce serait plutôt avant la Banque Centrale Européenne, après le départ du président de la BNS ? Est-ce que c'est par rapport à ça ? Enfin, on lit de tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, notre inflation, l'inflation suisse, est relativement l'une des plus faibles. Dans cette logique-là, ce serait aussi donc l'une des premières banques centrales à baisser ses taux. Donc effectivement, deuxième semestre, c'est ce qui se lit aujourd'hui. Après, ça change beaucoup. Mais en tout cas, cette année, ouais. Vous n'avez pas peur que le marché se remballe un petit peu comme en 2021, 2022, où justement, il y a des acteurs qui sont extrêmement agressifs, avec des rendements qui sont très très faibles en immobilier? Alors on voit qu'un canton comme Genève a déjà corrigé, donc Genève avait des taux vraiment excessivement bas, donc ça s'est quand même pas mal corrigé. Il y a cette question ESG maintenant qui rentre en considération. Lorsqu'on se porte acquéreur d'un immeuble, maintenant on va réellement regarder sur une projection à 10 ans, qu'est-ce qu'il faut entreprendre comme travaux. C'est un réflexe que nous n'avions pas il y a 3, 4, 5 ans en arrière, donc ça change. C'est tout récent, vraiment. C'est récent. Et aussi maintenant les propriétaires privés prennent conscience qu'ils devront agir et que dans l'intervalle, la valeur de l'objet a tendance à baisser. Vous anticipez un peu, vous vous attendez à ce que les nouvelles lois sur l'énergie qui sont en train d'arriver vont propulser quand même un certain nombre d'immeubles sur le marché, surtout des privés qui se rendent compte qu'ils n'ont pas les liquidités forcément pour faire des travaux, ils n'ont peut-être pas envie de s'endetter pour ça. Oui. Et donc... Privé, vous avez raison, clairement, mais aussi institutionnel, parce que on veut verdir sa note, donc certains seront enclins à se défaire d'immeubles d'il y a plus de 30 ans, 40 ans, pour améliorer leur note ESG rapidement. Donc voilà, on laissera le travail à d'autres, quoi. Donc effectivement, oui, on pense que tant du côté privé qu'institutionnel, il y aura plutôt des ventes d'objets par ce vecteur-là, la question ESG. Ok, d'accord. On a parlé donc des swaps, les avantages et les inconvénients. La limite pour le swap, je ne sais pas s'il y avait quelque chose à rajouter par rapport à ça. La limite du swap pour un fonds coté, elle se situerait aussi avec cette notion d'adjo. Un fonds indice adjo est limité pour faire un swap. Enfin, en tout cas pour le vendeur de l'immeuble. Se dire, je vais avoir des parts qui valent moins que la valeur d'inventaire. Et ou sinon, quand il y a trop d'adjo, comme on a discuté avec Pascal dernièrement, quand il y a beaucoup trop d'adjo, c'est aussi une limite au swap. Donc dans l'idéal, ce serait entre 0,15% d'adjo pour pouvoir faire un swap pour un fonds coté. Après, les swaps se font aussi pour les fonds non cotés. Ok, parfait. Maintenant, si on parle des types d'investisseurs dans les fonds immobiliers, quel type d'investisseurs vous avez ? Ou quels sont les investisseurs les plus actifs dans les fonds immobiliers de manière générale ? Alors, on retrouve des privés et des instituts, comme on l'a dit. Et pour les instituts, on retrouve aussi bien des assurances que des caisses de pension. Aujourd'hui, les caisses de pension en 2023 allouent en moyenne environ entre 20 et 25% de leur portefeuille dans de l'immobilier, direct-indirect. Donc, c'est énorme. Et puis, il y a aussi les gérants de fonds immobiliers. En fait, il y a un fonds qui va exister, mais qui consiste à investir dans d'autres fonds immobiliers. Donc, c'est ce qu'on appelle un fonds de fonds. On va trouver les fonds de fonds actifs qui, eux,
vont faire de la sélection, choisir les fonds dans lesquels investir, ou sinon des fonds de fonds passifs, où là, ils vont juste répliquer l'indice des fonds immobiliers qui comprend tous les fonds en Suisse. Et donc, c'est de la réplication pure. On ne va pas décider d'investir plutôt dans ce fonds-là ou ce fonds-là. On va investir juste dans tous les fonds, dans les mêmes pondérations, les mêmes proportions que l'indice. Voilà. Et sinon, on retrouve des gestionnaires de fonds dits classiques, équilibrés, des fonds qui ont des actions, obligations et une part d'immobilier. Et là, c'est plutôt des banques, des asset managers qui détiennent ce type de fonds. Ouais. C'est vrai que pour le fonds Chronos, on a tous ces clients, tous ces gens qui ont apporté des immeubles, tous ces gens qui ont fait un swap, gardent généralement les parts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 20% des parts aujourd'hui détenues le sont par des gens qui ont apporté leur immeuble. Ah ouais. Ils gardent les parts, voilà, donc certains se diversifient un petit peu, vont sur d'autres classes d'actifs ou peut-être d'autres fonds immobiliers, mais la plupart ont gardé les parts. Ils ont peut-être réduit un peu l'exposition, mais on a l'exemple de privés qui ont 10, 20, voire 30 millions de francs dans le fonds parce que le swap était de cet ordre. Ok, et après, il reste sur le long terme. Parce que je me suis dit, si vous avez souvent des successions qui arrivent, qui souhaitent apporter les immeubles dans le fonds via un swap, mais peut-être qu'ils sont 3, peut-être qu'il y en a 2 qui sont d'accord de garder les parts, peut-être qu'il y en a un qui souhaite partir. Ça vous arrive? Oui, absolument. Okay. D'accord. Oui. Ok, donc c'est une possibilité aussi, il y a suffisamment de liquidité, donc c'est pas un problème pour la personne, la troisième personne qui souhaite justement se départir. C'est la chance que nous avons chez Chronos, c'est parce qu'on a des portefeuilles mobiliers, on a un desk bourse pour traiter les ordres de bourse liés au mandat de gestion classique, je ne parle pas d'immobilier, ou les mandats de conseil, les mandats advisory. Donc on a un desk bourse, et ce desk va également être actif sur la composante IMO. Donc on va essayer d'acheter et vendre des parts Chronos Immobilier. Si un client veut vendre des parts, on va essayer de trouver des acquéreurs et inversement. Donc on peut le voir sur un Bloomberg par exemple, on a presque autant de volume en off-market qu'en on-market. Donc ça montre qu'on a ce souci encore une fois, de satisfaire le client. Celui qui nous a amené un immeuble et qui a des parts de notre fonds, on estime que la moindre des choses, c'est de pouvoir lui reprendre les parts le jour où il veut s'en défaire. Ou, vous l'avez dit, une succession ou un des copropriétaires qui n'a pas la même vue que ses frères ou sœurs et qui veut peut-être se défaire de sa position. Et inversement, on a aussi des gens qui disent, écoutez, j'ai vendu des appartements par ailleurs ou j'ai hérité, j'aimerais augmenter ma position dans le Chronos Immo. Donc là aussi, on va chercher des parts dans le marché. C'est arrivé récemment qu'un institutionnel, donc qui voulait acquérir des parts et on les a trouvés sur un intervalle d'une semaine. Donc voilà, on a bien conscience que la liquidité sur les fonds immobiliers, c'est un peu la faiblesse de l'industrie, c'est qu'il y a peu de liquidité, il y a peu de volume. Comparé aux actions aux actifs mobiliers. mobiliers. C'est toujours mieux qu'avoir un immeuble direct. Parce que tout à l'heure, c'était la liquidité comparé à un immeuble en direct. Mais c'est vrai que comparé à des actions, aujourd'hui, on est à peu près à 60 milliards au total pour tous les fonds immobiliers. C'est ça. Contre beaucoup plus pour les actions. Donc, ne serait-ce qu'au niveau de la taille, la liquidité est évidemment plus faible. Complètement, oui. Rim, avant, tu as parlé des types d'investisseurs que vous aviez chez vous, chez Chronos. C'est quoi l'avantage d'ajouter de l'immobilier coté maintenant dans un portefeuille pour un investisseur? Il y a plusieurs avantages, surtout en termes de rendement risque, qui a un coût pour rendement risque très intéressant, en tout cas sur les 30 dernières années. Depuis la création de l'indice des fonds immobiliers, c'est l'indice VIT, on estime en moyenne le cours boursier annuel, le rendement boursier annuel autour de 5%. Et puis en plus du rendement boursier, on a le rendement du dividende qui est aujourd'hui autour de 5, de 8, 3% en moyenne et qui est très stable dans le temps. Donc on a et le rendement du cours boursier, le rendement du dividende et comme on l'a expliqué tout à l'heure, le rendement du dividende est défiscalisé. Donc ça reste très intéressant, surtout en comparaison au marché obligataire. Après, en termes d'analyse pure, fondamentale, on a tous des green flags, de signaux verts, que ce soit
le taux de vacances qui est encore très faible, 1%, 3% en moyenne, la demande qui reste supérieure à l'offre, la démographie avec l'immigration, les derniers chiffres sont sortis, c'est plus de 100 000 entrées en 2023, puis un marché de l'emploi qui est toujours dynamique. Donc les fondas sont toujours, envoient toujours des signaux très positifs. Et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, cette année, on a ces perspectives au niveau de l'inflation, des taux qui encouragent encore plus à détenir de l'immobilier dans un portefeuille. Voilà. Ok, parfait. Quand même, on en parlait tout à l'heure de l'ESG, on est obligé quand même de le citer rapidement parce que c'est important pour les fonds et sur le marché immobilier suisse de manière générale, mais surtout si on l'analyse de manière purement financière. Pour un fonds immobilier comme le vôtre, c'est quoi les défis ou quels sont les défis qui sont imposés par les nouvelles normes, les nouvelles règles qui vont arriver, qui sont en train d'arriver massivement sur la durabilité? Pour un fonds IMO, tu pourras plus détailler, mais le défi aujourd'hui, c'est de gérer ce virage énergétique qu'on a. On a des objectifs 2050, des objectifs aussi intermédiaires entre, et on sait qu'on doit y arriver. Et pour y arriver, on doit multiplier le taux de rénovation x4 d'ici 2050. C'est vraiment une urgence aujourd'hui, et ce virage, il peut se faire, ça peut être un coût, un investissement, mais du coup ça joue sur la distribution du dividende. Et c'est là où nous, en tant que fonds immobilier, c'est un vrai défi à relever. Peut-être Pascal, tu veux rajouter? C'est-à-dire que si on achète un immeuble à 10 millions, il y a peut-être 2-3 millions de francs de travaux à entreprendre. Il faut être certain que si on engage ces 3 millions, l'immeuble va valoir 13, 14 ou 15 millions dans tant d'années. Très dur à dire ça. Difficile à dire. Et puis surtout dans le distribuable, si on distribue, on a dit 2,5%, 2,7% de dividendes, à quoi l'investisseur est-il prêt à renoncer dans le distribuable pour affecter cet argent à de la valorisation? Donc on a d'un côté le distribuable, le coupon qu'on va donner, et de l'autre, la hausse de la valeur du parc. Donc c'est une forme de capitalisation. On va dire aux investisseurs, peut-être que vous allez devoir moins recevoir pendant 10 ou 20 ans, mais les immeubles que vous détenez vont être réhabilités. Et puis on aura une hausse de la valeur d'inventaire, c'est-à-dire qu'un immeuble qui valait 10 va valoir 13 ou 15 millions. Et donc la VNI va monter plus vite que par le passé. L'enjeu est qu'effectivement, si on engage 3 millions, l'immeuble doit valoir 4 de plus et pas 2. Qu'est-ce qui est répercuté? Voilà, donc cette notion. Alors on est aidé par le fait qu'on a quand même des marges intéressantes dans les travaux qu'on mène, puisqu'on a quand même un effet de masse. Mais il faut réellement bien évaluer dans les travaux à entreprendre avant d'acheter un immeuble ce qui pourrait être répercuté soit sur le locataire en partie, soit ce qui va valoriser l'immeuble en plus. Et puis à l'inverse, on aura des travaux qui n'auront pas de valeur ajoutée. Est-ce qu'au final, on n'a pas un petit problème ici plutôt législatif? Parce que c'est clair qu'un immeuble vaut ce qu'il rapporte au final, plutôt. Et puis, comme on le sait, on ne peut pas faire ce qu'on veut sur l'augmentation des loyers, donc la répercussion des coûts liés à la rénovation énergétique sur le locataire. Est-ce que c'est suffisant là dans l'état actuel ou c'est insuffisant pour satisfaire justement ces investissements à faire et les investisseurs? Il faut déjà qu'on voit bien quelles seront les lois qui vont arriver sous le domaine de l'ESG avec tout ce qui est subvention. Donc on voit qu'un canton comme Genève a passablement pris d'avance, mais les enveloppes sont extrêmement faibles. Là, on a encore un problème de moyens. On est assez pessimiste pour notre part sur le calendrier. 2030-2050, ça paraît extrêmement ambitieux compte tenu des obstacles, tant financiers que législatifs. Et encore aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir dire ce qui va arriver ces 10 ou 20 prochaines années. Clairement, là, on manque encore pour le canton de Vaud, les lois doivent arriver cette année. Donc, c'est encore dans l'attente de pas mal de précision. Ok, mais vous, en tant que fonds immobilier, est-ce que vous voyez plutôt ça comme opportunité, donc cette remise à jour du parc qu'on doit faire, ou bien plutôt comme gros défi et vous y allez pas? Donc si vous voyez un immeuble, une opportunité d'achat, mais il faut le rénover, c'est clair, c'est les pieds contre le mur et vous y allez là. Alors clairement, on n'a pas du tout de stratégie d'exclusion aujourd'hui. Okay. Au contraire, notre stratégie, c'est plutôt de l'intégration, de l'engagement, c'est de prendre ce vieux immeuble, cette passoire énergétique
et de la rénover. Pour nous, ça a beaucoup plus d'impact que juste se défaire ou ne pas acheter les anciens immeubles. Le parc suisse, et encore plus le parc roman, est vétuste et il faut des acteurs pour la rénovation. Donc nous, on voit ça plutôt comme une opportunité. Oui. Ok, parce qu'il y a quand même une série d'institutionnels qui vont mettre les pieds contre le mur directement, parce que ça prend énormément de temps, en dehors de l'aspect économique pur. Il y a aussi un aspect administratif énorme pour faire ce genre de travaux. Et on a rencontré des institutionnels récemment qui ne sont pas équipés. Vous parlez de la barrière linguistique tout à l'heure, et on s'aperçoit bien que les travaux en Suisse alémanique et Suisse romande, c'est différent. Les régies travaillent différemment. Ouais. Donc on pourrait imaginer de récupérer par exemple 4 ou 5 immeubles d'un institutionnel zurichois qui veut se défaire des 4 ou 5 immeubles qu'il a en Suisse romande pour faire de l'indirect. On a des cas, donc la caisse zurichoise dira j'ai de l'indirect en Suisse romande et du direct en Suisse alémanique. Donc là on peut rentrer en jeu. La clé, c'est le prix d'achat de l'objet. C'est évident qu'on doit vraiment pricer correctement les travaux à entreprendre et de ne pas trop payer aujourd'hui. Mais comme ça a été dit, en 3-4 ans, on a pas mal évolué et pris conscience de ce qui nous attend. Donc, entre professionnels, c'est facilité. On peut dire à un institutionnel, parce qu'on a finalement les mêmes experts, l'immeuble vaut tant, mais on a déjà prévu tant de millions de travaux sur 10 ans sur cet objet. Vous êtes d'accord qu'il ne vaut pas 10, mais il vaut 8. Ouais. La clé, elle est là. C'est parfois plus difficile avec des privés. Ça évolue, mais voilà, les privés, pour eux, leur immeuble, c'est le plus beau. Ouais, parce qu'ils ont rénové 2 cuisines et puis on dit que l'immeuble est neuf. Donc voilà, ça, on l'a vécu. Mais c'est de nouveau lié à l'aspect sentimental, à l'attachement à son objet. Et voilà. Mais effectivement, on doit faire prendre conscience aux gens des travaux à entreprendre. Et voilà, on peut maintenant quantifier et poser sur une projection à 10 ans ce qu'il faudra dépenser comme argent pour un immeuble. Parce que est-ce que vous sentez qu'il y a une accélération de la perte de valeur maintenant des immeubles à cause de ces critères de durabilité, sachant que si on parle purement de valorisation immobilière, aujourd'hui le PFL travaille sur un projet justement de valeur verte. Ah bah voilà. On est en fait sponsor du projet valeur verte pour l'immobilier. Je l'ai vu. Et alors je sais pas où est-ce que ça en est concrètement, mais ça avance. Est-ce que les premiers résultats que vous voyez, est-ce que ça paraît Alors, ça paraît plutôt positif. Le projet de l'EPFL, c'est vraiment un projet académique. Donc, il est encore en cours d'élaboration. C'est encore en train de tester des modèles, etc., pour pouvoir donner justement des chiffres ou des moyennes. Donc, c'est purement académique. En pratique, c'est une autre histoire. Et peut-être, Pascal, tu peux donner ton ressenti, mais aujourd'hui, l'impact des taux a masqué tous les autres impacts. On peut dire plus ou moins ça comme ça. Alors, il existe, évidemment, il est là, et puis on va de plus en plus l'avoir, je pense. Mais en tout cas, l'année dernière, c'était vraiment les taux qui étaient au centre. Qui ont pris le dessus, Oui. Ah, c'est sûr. Et aujourd'hui, si vous avez un immeuble qui a 40 ans d'âge, vous savez déjà qu'un institutionnel ne va pas l'acheter. Ouais. Donc, on a déjà, en termes d'offre et de demande, on a vraiment réduit la demande. C'est-à-dire que un institutionnel, s'il veut répondre à ces critères ESG, devra s'abstenir. S'il veut lui-même vendre ses vieux immeubles, ce n'est pas pour se porter acquéreur de vieux immeubles vendus par un particulier. Donc clairement, je pense qu'il y a une prime, dans les prix, il y a une prime à la valeur verte. À la valeur verte, oui. Ouais, bien sûr. Donc, rapidement, pour les personnes qui nous écoutent, ce projet académique de l'EPFL sur la valeur verte, c'est l'estimation de la prime rajoutée sur le taux d'actualisation, capitalisation, prime de risque pour la valeur verte liée à l'immeuble, sachant que c'est si c'est un immeuble qui doit être rénové, eh bien, perd un petit peu de valeur à cause des nouveaux critères ESG. Maintenant, peut-être pour clôturer un petit peu cette conversation, c'est quoi les objectifs de Chronos pour les années à venir? C'est quand même monter le fonds au milliard net. Aujourd'hui, on a un fonds qui pèse 750 millions. On vient de réussir une opération de capital début du mois. On a levé 45 millions, donc on a aujourd'hui un fonds qui a une valeur nette de 750 millions à peu près. L'objectif, c'est le milliard. Justement, tous ces gestionnaires passifs qui viennent acheter des parts de fonds, ils vont vraiment s'intéresser à la première partie du tableau en termes de taille de fonds. Donc c'est clair que on aimerait arriver avec ce fonds à 1 milliard de valeur nette d'ici 2-3 ans. Et puis, voilà, hisser le dividende, c'est-à-dire travailler sur le parc, vendre des immeubles, en acheter d'autres et essayer vraiment de
de délivrer de la valeur pour les porteurs de parts et améliorer le dividende dans la mesure du possible. Il y a combien de fonds immobiliers en Suisse? 42. Côté. 42 pour 60 40, milliards de valeur, c'est ça? C'est Oui, ça. 60 milliards pour les côtés, toujours. Ça, c'est vraiment le fond Dans les 10 plus gros, vous avez les 6 fonds d'UBS et de Crédit Suisse, notamment. Donc on sait que la fusion, l'absorption de Crédit Suisse par UBS va aussi amener des changements, certainement. Prenez un fonds comme CIMA, c'est déjà 10 milliards, donc il y a un problème de taux d'emprise. Donc ça va encore bouger au niveau des fonds UBS Crédit Suisse. Mais vous l'avez dit, c'est 60 milliards de valeur boursière, de market cap. Et puis le non coté, c'est environ 15 milliards. Donc voilà, on a 75 milliards de fonds cotés, non cotés. RIM, c'est quoi les objectifs sur les années à venir? Pour le Chronos Immo Fund, c'est aussi ces questions ESG qui reviennent beaucoup. On a une cellule dédiée en interne, on est 5 personnes à aussi travailler sur ces questions ESG. Le but, c'est d'avoir de l'impact. On ne veut pas forcément aujourd'hui avoir le meilleur rating, le meilleur score ESG, et donc vraiment faire de l'exclusion comme on parlait avant, mais faire de l'engagement et avoir plus d'impact sur ces immeubles. Je pense que c'est des acteurs comme Chronos qui peuvent le faire. Ok, magnifique. Merci infiniment pour l'échange, en tout cas ensemble aujourd'hui. Merci. Très intéressant. Merci à toi. Et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup.